Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Florence Hoffmann, responsable du programme Watt Watchers, initiative du gouvernement pour accompagner les économies d'énergie des Français. Dans notre débat, on parlera des actions du secteur du tourisme pour mieux protéger les espaces naturels et réduire l'impact des voyages sur notre environnement. Et puis dans Smart Ideas, notre rubrique, vous le savez, qui est consacrée aux startups éco-responsables, vous découvrirez Edge, c'est une entreprise de recyclage et de réemploi du textile professionnel. Économie d'énergie, tourisme, textile, 3 grands thèmes, 30 minutes pour les explorer, c'est parti. L'invité de Smart Impact, c'est Florence Hoffmann. Bonjour. Bonjour, enchantée. Bienvenue, enchantée. Vous êtes responsable du programme Watt Watchers, cette initiative du gouvernement pour nous inciter, pour inciter les Français à faire des économies d'énergie. Alors, ça a été validé au mois de mai, au printemps, oui, je crois, et le lancement officiel vient d'avoir lieu, c'était au mois d'octobre. Sur quel constat, pourquoi a-t-elle été lancée cette initiative? Oui, en fait, le constat de Watt Watchers, c'est on sait tous qu'on doit faire des économies d'énergie, on sait tous que le changement climatique, c'est un enjeu. Mais la vraie question, c'est le passage à l'action. Qu'est-ce qui fait passer à l'action? Et c'est ça on a constaté que finalement, on a encore des leviers. Les Français ont déjà l'impression de faire des choses, mais on a encore des leviers et on veut les aider à passer à l'action. Et c'est pour ça que Watt Watchers, c'est un programme qui va accompagner 600 000 foyers vers la sobriété énergétique via une application qui va les aider à identifier les actions qui sont pertinentes pour les foyers français. Comment ils ont été sélectionnés, ces 600 000 foyers? Eh ben, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'ils ne sont pas sélectionnés. On peut s'inscrire, c'est voilà, ça? On peut s'inscrire, tout le monde peut s'inscrire. Donc l'application, elle a été lancée là en septembre. Et en fait, il suffit d'aller sur wattwatchers.fr, de se connecter via son adresse email et via son adresse, parce que ça se connecte ensuite au compteur Linky pour récupérer les données énergétiques. Et vous avez accès à l'application. Et c'est gratuit. D'accord. Et donc ensuite, il va y avoir un accompagnement qui durera sur une période de 3 ans, c'est ça, jusqu'en 2027. C'est ce que j'ai lu en préparant l'émission. Comment ça va se passer? En quoi ça va consister, cet accompagnement? Oui, donc en fait, l'accompagnement, le programme, il dure jusqu'en 2027, mais nous, l'application, et on la lance, enfin, le but, c'est que ça dure... C'est que ça continue, oui. Le programme a été financé jusqu'à 2027, mais nous, c'est que ça dure, je vais dire, éternellement. Mais, l'accompagnement, en fait, ça consiste au fait que la personne qui a donc accès à l'application, on va, via l'application, comme ça se connecte sur ses compteurs Linky, elle va remplir un questionnaire personnalisé pour identifier aussi ses habitudes, ses comportements chez lui ou chez elle. Et à partir de ça, ça va conseiller soit des éco-gestes, donc des conseils de sobriété, ou de l'achat de petits équipements, ou alors accompagner vers la rénovation énergétique. Et après, c'est totalement personnalisé, donc c'est la personne qui choisit l'utilisation qu'elle veut faire de l'application, et d'y revenir et d'avoir ce suivi. On a beaucoup parlé de fracture énergétique depuis 2 ans avec la crise énergétique. Qu'est-ce que ça représente quand on parle de fracture énergétique? C'est combien de Français, combien de foyers français, et qu'est-ce que ça veut dire? Oui, donc la fracture énergétique, ça veut dire finalement que la facture énergétique, ça pèse sur le budget d'un Français, parce que en moyenne, alors c'est très très variable, parce que ça dépend de la consommation, mais c'est en moyenne, c'est 1 500 € par an. Donc pour certains foyers, ça peut être, pour un tiers des Français, ça peut être quelque chose qui pèse sur les loyers, sur la facture, sur la vie quotidienne, sur le budget, sur la vie quotidienne. Ça peut obliger à faire des choix, des arbitrages qui sont douloureux. Voilà, et nous, on veut que ce soit une sobriété qui soit positive et pas contrainte, en fait. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que via cette identification de ces leviers, on peut se rendre compte que finalement, on a des leviers qui vont permettre à la fois d'être bien pour l'économie, pour la facture et pour l'environnement, et qui finalement sont pas
ça ne va pas atteindre votre confort. Si je cite un exemple sur le chauffage, parce que le chauffage, c'est 2/3 en moyenne de la facture énergétique. Si vous choisissez de piloter votre chauffage et que vous ne chauffez pas là où vous n'êtes pas, ça ne va pas du tout impacter votre confort et malgré tout, ça va réduire votre facture. Alors, parmi les mesures, les actions qui vont être menées, il y a notamment le suivi de 15 000 logements rénovés, dont plusieurs milliers de foyers accompagnés après les travaux, avec cette idée de mesure des économies réelles. Alors, je veux bien qu'on prenne un peu de temps pour expliquer de quoi il s'agit. Oui, en fait, l'idée de passer aussi via cette mesure, c'est comme on se connecte au compteur, on récupère l'historique des données et avec une personne qui fait des travaux, on va pouvoir après suivre dans la durée les consommations énergétiques en kilowattheures et en euros. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir voir l'impact des différentes actions en travaillant aussi, c'est ça je pense la grande force du programme, c'est que c'est plusieurs entreprises, c'est un consortium d'entreprises, donc on travaille avec des startups spécialisées dans l'énergie, mais aussi avec des scientifiques qui vont pouvoir modéliser en fait ces économies d'énergie et retraiter les effets météo, un certain nombre d'effets. Donc le but c'est vraiment de se dire finalement quand je fais, je ne sais pas si j'achète un thermostat ou si je fais telle ou telle action, si j'isole ma maison, c'est quoi l'impact réel que ça a sur ma consommation d'énergie et sur ma facture. Oui, donc c'est ça, c'est économie réelle en consommation et en argent dépensé, quoi. Les deux sont liés, ou en CO2 économisé. D'accord. C'est ça. Donc là, on mesure sur l'application qui est déjà en ligne, c'est en euros. Ça pourrait être suivi aussi en kilowattheures et après, on va aussi calculer la partie CO2. Parce qu'aujourd'hui, il faut faire quoi? Confiance au discours marketing des installateurs, en quelque sorte? Quand on se lance dans des travaux. Oui, en fait, oui, un peu. Donc après, oui, l'idée de la personnalisation, c'est aussi de se dire qu'est-ce qui est bien par rapport à mon besoin à moi, parce que qu'est-ce qui sera le plus efficace? Qu'est-ce qui sera le plus efficace? Et puis aussi, on va pas avoir les mêmes leviers si on a un foyer qui est dans une passoire thermique, sa maison est pas du tout isolée, ou et qui a des difficultés à payer sa facture, ou un foyer qui a une maison de 200 mètres carrés qui est très bien isolée, mais par contre qui a énormément d'high-tech, qui met son chauffage à 24. Donc finalement, ces leviers, on a beau les connaître, on pense que nous, la personnalisation et l'accompagnement, c'est ça qui pousse à l'action en fait. Et ce qu'on veut, c'est pas juste que les gens ils se connectent sur une application, c'est qu'en fait, ils fassent vraiment des économies d'énergie et que ça ait un impact sur l'environnement. Avec l'idée de pouvoir assez vite faire un bilan des premières actions pour ces 600 000 foyers accompagnés et que tout le monde s'y mette. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un effet pédagogique, j'imagine, que vous recherchez? Oui, il y a clairement un effet pédagogique parce que c'est exactement ce que vous dites. C'est que si, quand on voit et je pense un aspect ludique aussi. Parce que l'aspect gamification, c'est quelque chose aussi qu'on veut mettre en place. L'aspect de se dire, finalement, j'ai un challenge, ok, j'ai atteint ce chiffre-là, mais si je me compare par rapport à un autre foyer... Est-ce que je suis le meilleur des 600 000 je suis meilleur. En fait, c'est pour ça qu'on travaille aussi avec des spécialistes de la pédagogie, parce que c'est tout ce changement comportemental, il est lié à cet aspect pédagogique. Alors, je vois sur le site de Watt Watchers que collecte de données de consommation sur ces 600 000 compteurs, comparaison des consommations avant-après travaux pour ajuster les politiques et orienter les aides publiques vers les actions les plus performantes. En lisant ça, je me suis dit, mais finalement, vous allez offrir des lunettes au ministre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ils étaient un peu à l'aveugle jusqu'à présent, c'est ce que ça veut dire? Je ne vais pas dire à l'aveugle. Non, vous n'allez pas dire ça. Il y a quand même des actions qui sont en cours, mais effectivement, dans le programme, il y a deux objectifs. Il y a le premier objectif que je mentionnais, c'est vraiment d'accompagner ces 600 000 foyers. Et le deuxième objectif, c'est de faire ces mesures et d'avoir un panel assez large, parce que 600 000, c'est déjà un panel assez large, et sur ces 15 000 accompagnements post-travaux, de pouvoir mesurer l'impact des économies réelles. Donc, et c'est pour ça qu'on travaille aussi, qu'il y a vraiment une robustesse scientifique derrière, et qu'on travaille aussi avec des scientifiques qui vont développer des algorithmes pour pouvoir mesurer ces économies.
Oui, parce que si les données sont fausses, ensuite les politiques... Mais bon, c'est pas notre débat, mais on pourrait se dire qu'il faudrait faire ça sur chacune des politiques publiques. Mais ça, c'est pas notre débat. Vous allez vous retrouver avec une base de données qui va être quand même très importante. Oui. Qui pourra l'utiliser au-delà de la puissance publique? Oui, oui. Donc en fait, la base de données, elle va être... ça fait partie aussi du programme tel qu'il a été conçu, c'est qu'elle sera disponible. En fait, ça sera une base open source. Alors bien sûr, nous, on est très, très vigilants vis-à-vis de la protection des données personnelles. Donc toutes ces données, elles sont anonymisées. Mais en tout cas, le but, c'est dans le programme tel qu'il est prévu, c'est aussi d'avoir certains livrables qu'on va pouvoir rendre publics. Qui pourra s'en servir? Des entreprises, des collectivités locales, territoriales? Comment vous imaginez finalement, parce que vous nous dites on est là pour longtemps, l'utilisation de ces données? Oui, alors l'utilisation des données, bon, en fait, il y a deux aspects. Il y a chacun qui va à son aspect individuel, parce que le but, c'est aussi pour un foyer spécifique de pouvoir avoir la maîtrise de ces données. Et puis après, les données qui sont consolidées dans cette base de données, effectivement, après, elle peut être utilisée par différents acteurs. Merci beaucoup, Florence Hoffmann, et à bientôt sur Bismart. For Change, on passe à notre débat, le tourisme qui veut réduire son impact. Le débat de ce Smart Impact, on parle tourisme avec Xavier Menson, bonjour. Vous êtes le directeur du domaine du Val. Tout à fait, bonjour. Et Quentin Bovy, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, vous êtes responsable RSE de chez Altaï Group. On va démarrer par quelques petites questions de présentation. Ce domaine du Val, où se situe-t-il? Et puis surtout, à quoi il ressemble? Quelles sont ses caractéristiques? Alors, le domaine du Val, ça se situe d'abord en baie de Somme, donc à Grand-Lavier, donc un petit village qui est situé à 15 km de Saint-Valery-le-Crotoy, qui sont les stations emblématiques de la baie. Et c'est un village éco-responsable de 30 petites maisons en bois situées à flanc de vallon, qui a un positionnement autour de tout ce qui est tourisme durable, destiné aux urbains stressés pour venir faire un break et se ressourcer le temps d'un week-end. Ça a toujours été son ADN, entre guillemets, cette idée de tourisme durable, parce qu'il existe depuis un certain temps, ce domaine. Nos 20 ans l'année prochaine, dès le départ, j'avais... Il y a 20 ans, on n'en parlait pas beaucoup de la durabilité du tourisme. C'est un peu comme M. Jourdain, j'ai fait du tourisme durable sans le savoir, puisqu'on avait fait des choix qui étaient forts au départ, par exemple le choix du bois, d'avoir des maisons en bois, et un bois naturel, le red cedar, qui n'a pas besoin d'être traité. Et puis quelque part, on avait mis en place déjà des solutions au niveau de tout ce qui était traitement des eaux à travers une station autonome. Et puis après, il y a eu des déclics, des rencontres qui ont fait qu'on a évolué à quelque chose de plus structuré, et qui fait qu'aujourd'hui, on est une résidence qui est labellisée RSE avec le label Lucie depuis 2013. D'accord. Altaï Group, Quentin Bovy, présentez-nous le groupe. Alors Altaï Group, c'est un regroupement de plusieurs marques spécialisées dans le voyage d'aventure. Et on existe depuis une quarantaine d'années, en tout cas pour la marque la plus ancienne qui s'appelle Atalante. Et donc notre cœur de métier, c'est de permettre à des gens de découvrir des territoires plus ou moins lointains. Ça va de la baie de Somme, jusqu'à l'Indonésie, en ayant le minimum d'impact, c'est-à-dire l'idée c'est vraiment de prendre le temps sur place en utilisant principalement de la mobilité douce, la randonnée étant vraiment le moyen qu'on privilégie pour s'immerger dans un territoire et prendre le temps de le découvrir, d'aller à la rencontre des populations locales, de la faune, de la flore locale également. Et donc c'est vrai que la mobilité douce permet cette approche-là. Ouais. On va évidemment rentrer dans le détail de ce que vous mettez en place les uns et les autres, mais Xavier Menson, dans l'histoire récente là, du domaine du Val, vous avez racheté, je crois, un ancien golf ou une partie d'un ancien golf, donc pour agrandir le domaine. Alors déjà, il y a une petite dimension personnelle dans cette histoire, je veux bien que vous nous la racontiez, et puis surtout, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire en plus? Alors, en 2 mots, en fait, le golf et la résidence étaient situés sur l'ancienne ferme familiale, et qui avait été effectivement un projet familial de construire ce golf il y a une trentaine d'années, qui avait été vendu entre-temps, et le propriétaire a arrêté la production, enfin l'exploitation du golf juste avant le Covid. Et moi, je me suis porté acquéreur de 25 hectares sur cet ancien golf, il y a maintenant 1 an. Et là, on est parti donc sur un projet de création d'une réserve naturelle. Donc c'est quelque chose qui n'aura aucune vocation à accueillir des maisons, des hébergements. C'est vraiment un espace naturel qu'on veut laisser naturel,
parce que naturellement, il y avait un biotope qui était très très intéressant, avec un mélange de zones humides, de bosquets, de pâtures, et qu'on a trouvé que c'était intéressant de se servir de ce support pour en faire un vrai lieu de médiation, d'appréhension pour les urbains, sur ce qu'étaient effectivement les enjeux de demain au niveau de la biodiversité. Ah, vous y ferez de la pédagogie, si je comprends bien. D'accord. On a d'abord fait une première étape qui était une étape d'inventaire écologique. Donc là, pour avoir vraiment une dimension scientifique, j'ai fait appel au Conservatoire des espaces naturels, qui, cette année 2024, ont fait à peu près une dizaine d'interventions pour identifier la faune, la flore. Ils ont identifié des choses très intéressantes en termes d'espèces un petit peu en voie de disparition. Donc là, avec une notion de protection sur ces espèces-là, avec des zones un peu qui seront délimitées. Et dans un deuxième temps, l'idée, c'est effectivement de mettre en place des supports de médiation, de pédagogique, pour permettre à tout un chacun qui fera le parcours de pouvoir effectivement avoir une notion de pédagogie pour apprendre des choses. En fait, l'idée, c'est pas de dire on fait juste une balade, etc. C'est vraiment d'avoir une interaction. Quelques chiffres sur l'impact carbone du secteur du tourisme. C'est l'ADEME qui nous dit ça. Ce sont des chiffres qui datent de 2021. Secteur du tourisme qui est à l'origine de 11% de l'inventaire national des émissions de gaz à effet de serre, pour la France donc, et ça représente, à côté de ça, 7,4% du produit intérieur brut. Quentin Bovy, question très générale, tiens. Pour réduire cet impact, est-ce qu'il faut d'abord moins voyager ? Tout simplement, point barre. Alors c'est un peu le cœur du sujet, je pense, de nos réflexions collectives sur ce que c'est que le tourisme responsable. Après, nous, notre conviction, c'est que le voyage, c'est vraiment un bien commun et qui permet l'ouverture à l'autre, qui permet la découverte, la sensibilisation. On a parlé de pédagogie. Le voyage à quiconque, c'est un peu ouvrir les yeux et tendre l'oreille. C'est une vraie leçon de vie. Donc ça serait dommage de moins voyager. Par contre, il faut peut-être voyager moins souvent, enfin en tout cas loin. Voyager moins loin, moins souvent. Oui, c'est-à-dire faire peut-être un grand voyage, je ne sais pas, une fois toutes les... Alors je ne vais pas dire le nombre d'années, ça va dépendre des personnes et des budgets. Mais voilà. Ça risque en effet à donner des temporalités. Oui. Mais clairement, le voyage lointain doit vraiment rester quelque chose d'exceptionnel. Et la manière de voyager doit aussi être de plus en plus consciente pour que le voyage ne soit pas un bien de consommation comme un autre. Ouais, ce qui peut être perçu comme assez égoïste de la part de ma génération, qui a ultra profité de la démocratisation du voyage et qui ne s'est pas posé des questions du nombre d'avions qu'il avait pris dans sa vie. Vous voyez ce que je veux dire ? À qui on interdirait, soit chez nous dans les jeunes générations, soit dans d'autres pays qui sont en train de se développer, de prendre l'avion. C'est un vrai débat. C'est un vrai débat et c'est pour ça qu'il faut, nous, acteurs du tourisme, dont une partie de notre cœur de métier est d'envoyer des gens prendre un avion pour découvrir le monde, il faut aussi qu'on ait cette capacité-là à rendre un peu plus attrayant des destinations plus proches, à donner des alternatives aussi à l'avion, ça existe. On peut voyager en Europe en train de manière assez accessible maintenant. Et donc vous travaillez aussi, alors parce que forcément le voyage c'est une partie très importante du bilan carbone du secteur du tourisme, c'est une évidence mais il faut le rappeler. Mais il y a d'autres leviers sur lesquels on peut travailler. Sur quels autres leviers vous travaillez pour réduire l'impact ? Ouais, alors clairement le gros de l'impact il vient de l'acheminement jusqu'à la destination. Donc c'est pour ça que trouver d'autres alternatives à l'avion pour se rendre à destination, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant et qu'on développe nous vachement, en tout cas sur les territoires limitrophes à la France qui le permettent. Et après sur le long courrier, ce qu'on essaye de faire, ce qu'on fait, c'est qu'on a rallongé aussi la durée, le temps passé sur place, toujours dans cette idée de rendre exceptionnel le voyage lointain. Donc en fait, un voyage lointain, ça nécessite de rester longtemps sur place pour que le temps passé dans l'avion soit cohérent avec le temps qu'on va passer sur la destination. Donc on travaille beaucoup là-dessus et puis on travaille beaucoup aussi sur chacune des prestations qui composent nos voyages. Il y a évidemment l'avion, mais il y a également le type d'hébergement qu'on va utiliser, quel type de transport on va utiliser pour naviguer de site en site sur la destination. Donc là, c'est là où nous, avec notre mode de déplacement utilisant la randonnée pédestre, on a notre carte à jouer. Le fait de choisir des itinéraires plutôt hors des sentiers battus, ça nous permet aussi d'éviter les flux massifs de touristes qui peuvent arriver. Et l'impact négatif du tourisme de masse aussi, sur certains sites et espaces naturels. Exactement. Et après, il y a un vrai travail, encore une fois, de pédagogie sur nos clients et nos partenaires pour que des thématiques comme la gestion des déchets sur place
soit avec un impact minime. Donc nous, on a mis en place le livre, ce qu'on appelle le Leave No Trace. Et on essaye de laisser aucune trace de notre passage lorsqu'on fait des randonnées. Donc on est vraiment là-dessus, sur ces thématiques-là. On a un gros... C'est plus facile avec vos clients qui sont déjà sensibilisés, j'imagine, s'ils viennent vers vous, c'est qu'ils sont sensibilisés à ces questions et donc ils se comportent mieux quand ils sont en voyage, ou je vous vois un peu hésiter, c'est pas forcément vrai? Non, mais parce que oui, alors nos clients réguliers sont, on va dire, coutumiers de notre manière de fonctionner et sont déjà sensibilisés, mais on a beaucoup de nouveaux clients. Post-Covid, il y a eu quand même une ouverture des gens à vouloir passer du temps dehors. Et le type de voyage qu'on propose est un peu en marge du tourisme classique. Et donc, on a beaucoup de nouveaux clients qu'il faut accompagner sur cette démarche-là, parce que ce n'est pas forcément acquis que les déchets qu'on jette à un endroit n'auront pas le même système de recyclage que ce que nous, on a en place en France. Donc, il faut les sensibiliser là-dessus, il faut les sensibiliser sur quand on va visiter un petit village reculé et qui n'a pas l'habitude de voir des touristes, quelles sont les choses qu'on peut faire et surtout ce qu'on ne peut pas faire pour respecter les populations locales. Donc, on accompagne vachement nos clients là-dessus, et c'est pour ça que la plupart de nos séjours ont des guides locaux qui justement permettent de faire le trait d'union entre le territoire et le client. Xavier Menzon, vous l'avez un peu évoqué, vous disiez il y a eu plusieurs déclics, mais vous continuez de travailler à réduire au maximum l'impact d'un domaine comme le vôtre. On parle de la gestion des déchets par exemple, ou peut-être de l'énergie que vous consommez. Oui, tout à fait. En fait, l'objectif qu'on a, c'est à la fois d'être un petit peu des exemples, mais sans prétention. Oui. Et bon, pour illustrer ça, donc l'année dernière, on a installé à peu près 80 mètres carrés de panneaux solaires sur le toit d'une salle de séminaire. On a mis en place toute une flotte de vélos électriques qui permet aussi aux gens de se déplacer, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, dans le facteur carbone, la mobilité, c'est quand même ce qui est le plus impactant. Et puis, on a mis en place aussi une gestion technique de tous les chauffages qui nous permettent de les piloter pour mieux éviter les déperditions à ce niveau-là. Donc c'est un travail au quotidien, mais c'est vrai qu'on sent aujourd'hui une prise de conscience quand même depuis quelques années sur ces dimensions-là, mais on a toujours besoin en fait d'illustrer ça par des choses très pratiques et très pragmatiques aussi. Et c'est là où je pense que des établissements comme le nôtre, on peut à la fois avoir une valeur d'exemple et en même temps être valeur de pédagogie et de transmission. Et alors donc cette future réserve là, puisque ça prend du temps quoi, j'imagine, transformer un golf en réserve, je me disais mais bon, faut réintroduire. De reconversion industrielle. Oui c'est ça, faut réintroduire quoi, des espèces, il y a des travaux à faire, ou alors la nature va reprendre son cours. Non, c'est ça. En fait, on ne veut pas impacter à travers des interventions extérieures, c'est vraiment le milieu qui doit se ressourcer de lui-même à travers de l'entretien. Donc on a aussi un programme avec de l'éco-pâturage avec des moutons, qui sont les meilleures tondeuses qui puissent exister. On a aussi une zone de marais où, en fait, moi qui suis arrivé, je dis, il y avait des arbres qui étaient cassés, qui étaient tombés. Je dis, est-ce qu'il faut les enlever? On dit, non, surtout pas. C'est des véritables refuges pour le biotope et pour les espèces insectes ou autres. Donc, en fait, c'est vraiment de partir du milieu, de l'impacter le moins possible et de juste avoir quelques pratiques qui permettent que le milieu se régénère de lui-même et d'en faire une vraie base de biodiversité à l'échelle modeste de ce territoire. Et alors donc on pourra se balader, le visiter dans combien de temps? C'est quoi votre échéance? Là, on a déjà fait une espèce de crash test avec un parcours un peu pilote. Donc là, on a vraiment identifié maintenant avec ce que je disais tout à l'heure. Et l'idée, c'est d'ici 2 ans d'avoir vraiment un sentier pédagogique avec des supports aussi innovants, parce que je crois aussi beaucoup que la transmission, notamment vers les jeunes publics, doit se faire à travers des supports un peu innovants, un peu sympas. Et là, je travaille avec une agence qui est assez remarquable dans ce type de support. Et l'objectif, c'est d'avoir ici, d'ici 2 ans, un vrai parcours immersif, mais dans le sens le moins impactant possible, quoi. Pas immersif avec des choses extérieures. J'ai bien compris. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Startup tout de suite. Smart Ideas et la bonne idée du jour, elle est signée Camille Bringekel. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de Edge. Vous l'avez créée avec Roxane Guénaud, et avec quelle idée? L'idée, c'était de venir en aide aux entreprises dans la gestion de leurs déchets textiles. Donc, il y a énormément d'entreprises qui ont des textiles qui arrivent en fin de vie. Aujourd'hui, il n'y a pas de véritable solution. Et donc, on est venu avec une offre qui leur permet d'utiliser leurs textiles en fin de vie et de les transformer en produits qui soient utiles pour leur même entreprise. Donc d'inscrire vraiment l'économie circulaire au sein de leur entreprise et de remplacer des achats qui auraient été faits neufs en temps normal
par des achats issus de l'économie circulaire. Alors on va rentrer dans le détail, mais d'abord faire le constat avec effectivement ces chiffres. 8 millions de personnes qui portent des vêtements professionnels en France et ça représente 250 000 tonnes de textiles professionnels consommés chaque année dans notre pays. Est-ce que c'est un marché qui était en quelque sorte oublié en matière de recyclage, de réemploi ? Alors effectivement, la question ne se posait pas trop jusqu'à maintenant. La solution de facilité était souvent de passer l'ensemble des déchets textiles en incinération, sachant que nous, on travaille effectivement sur les textiles, les uniformes, etc., mais sur les bâches, les draps de bain, les maillots sportifs, donc vraiment tout ce qui passe sous une machine à coudre. Et en fait, avec la loi AGEC et le 8e flux qui arrive, qui va entrer en vigueur à partir de janvier 2025, il y a une vraie préoccupation de la part des entreprises, mais il y a aussi une vraie prise de conscience de la part des salariés qui demandent de plus en plus de comptes à leur employeur. Ouais. Et puis, ce qui est toujours génial, on le dit souvent dans cette émission, c'est que le déchet devient une ressource. C'est vraiment changer la logique, l'état d'esprit face à ces déchets. On peut prendre des exemples. J'ai vu ça en préparant l'émission, les chauffeurs de bus de Nantes. Tiens, qu'est-ce que vous faites avec leurs vêtements ? Donc la Sémitane, qui sont les transports en commun de l'agglomération nantaise, ont été les premiers à nous faire confiance. Et en fait, donc dans le cadre de leur changement de nom commercial, ils avaient des textiles qui arrivaient en fin de vie. Et donc, on avait des polos, en l'occurrence, qui n'allaient plus être utilisables par les chauffeurs de bus. Et à côté de ça, les chauffeurs de bus avaient exprimé le besoin d'avoir une protection individuelle, notamment pendant les périodes de forte chaleur, pour pouvoir que ça soit un peu plus hygiénique. Et donc, en partant de ces deux constats, on a utilisé les anciens polos et on les a transformés en housses de siège. L'idée, c'est vraiment de trouver des idées pertinentes pour que ces achats soient inscrits de manière pérenne au sein des entreprises. Et c'est pour ça aussi qu'on a travaillé par exemple avec le HBC, donc le club de hand de Nantes. C'est un club professionnel, c'est ça ? Club professionnel, tout à fait, qui du coup avait des besoins pour des produits de merchandising pour leurs fans. Notamment pour les 3-5 ans. À côté de ça, il y avait les maillots des joueurs qui arrivaient en fin de saison. Et donc, on a réfléchi à un sac à goûter pour les enfants qui rentrent en maternelle avec les anciens t-shirts des joueurs. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'à chaque entreprise, sa solution. C'est ce que je comprends dans ce que vous nous dites. On propose vraiment une offre sur mesure, donc spécialisée autour de la revalorisation textile, mais une offre complète aussi, puisque pour tous les aspects qui ne peuvent pas être revalorisés, on va proposer des offres complémentaires d'effilochage, de recyclage par l'intermédiaire de partenaires avec lesquels on peut travailler. Vous faites partie, je crois, des finalistes des trophées européens de la mode circulaire. Oui, c'est ça ? C'est-à-dire qu'on peut voter pour vous, là, en ce moment ? Oui, vous pouvez voter pour nous jusqu'au 3 décembre, exactement. On a la chance d'être parmi les lauréats de par l'innovation, puisqu'on essaye vraiment de structurer en fait, notre solution autour du savoir-faire qui existe, donc notre spécialisation, mais aussi on travaille avec des ateliers en insertion professionnelle et en travail adapté. Donc l'idée, c'est de vraiment capitaliser sur le savoir-faire existant, les compétences existantes, pour réussir à structurer un peu la filière de A à Z sur les déchets textiles professionnels. Et justement, j'y venais, votre entreprise, elle est agréée ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. C'est un choix que vous avez fait dès le départ. Expliquez-nous pourquoi. Oui, c'était un choix vraiment initial. Dès la création des statuts de notre société, on a inscrit tous les éléments qui nous permettaient de pouvoir prétendre à cet agrément. Pour nous, l'impact environnemental est excessivement important, mais l'impact social aussi. C'est pour ça qu'on choisit de ne travailler qu'avec des partenaires pour la confection ou la découpe en insertion professionnelle ou en travail adapté ou des coopératives d'artisanes. C'est fondamental pour nous, que ce soit Roxane, mon associé ou moi-même, on vient entre autres choses de l'univers associatif et humanitaire. Donc voilà, c'était naturel pour nous. Merci beaucoup Camille Bringequel. Bon vent à Edge. Pourquoi ce nom, tiens ? Edge, c'est la divinité égyptienne des textiles. Et ben voilà. En plus, voilà. on se cultive grâce à vous. Merci, merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Be Smart for Change. À très vite. À demain.